Comprenez que c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous cet après-midi. Effectivement, nous avons un calendrier chargé parce que je viens aussi d'arriver d'une cérémonie, d'une manifestation. Mais c'est ça le militantisme. Il faut pouvoir être là où la tâche vous demande d'être pour entretenir les militants. Ouais. Je voudrais, avant d'aller plus loin, que nous ayons tous une grande pensée pour la ville de Djoukoué, où tout le pays est réuni. Je voudrais qu'on leur fasse une très grande ovation. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais aussi avoir une pensée pour toutes ces populations exilées au moment où on célèbre la fête de la liberté, et tous ces Ivoiriens qui sont en souffrance dans les camps de réfugiés et qui endurent aussi le martyre de cette crise. Je voulais enfin avoir une pensée pieuse pour le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, qui sont aussi en souffrance, qui sont dans un combat pour les libertés. Je voudrais aussi qu'on ait une pensée pour eux. Merci en tout cas de m'avoir invité, de m'avoir associé à cette journée de commémoration. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous et j'espère qu'ensemble nous pourrons passer de très bons moments. Vous m'avez demandé d'exposer sur le thème suivant, quelle est la motivation, quelles peuvent être les motivations de la célébration de la fête de la liberté en période de dictature. Oui, parce que liberté et dictature sont des termes antinomiques. Et donc, cela trouve l'application de votre terme. Mais vous savez, concernant ce sujet, je vais faire un exposé préliminaire qui ne va pas excéder 15 minutes. Et puis après, bon, ben, on pourra, dans le tempo des questions et réponses, on pourra mieux approfondir certains aspects, certaines questions qui n'auraient pas été très bien comprises. D'accord, bébé. Donc, nous allons débuter. J'espère que vous m'entendez et oui, qu'on n'a pas d'interruption. Pas du tout, c'est bon. Merci beaucoup. Chers amis, vous savez que le droit d'adhérer à un parti politique est un droit constitutionnel. Le droit de militer dans un parti politique de son choix est une liberté qui est consacrée par la Constitution ivoirienne. En son article 7, la Constitution de 1960, en son article 7, consacre le multipartisme. Ça veut dire que chaque Ivoirien a le droit de militer dans le parti politique de son choix. Et donc, c'est le principe. C'est le principe, mais force est de reconnaître que la réalité, depuis 1960, est à l'institution de la pensée unique. Il y a un parti État, un parti unique de fait, le PDCI et le PDCI RDA, qui nous a été imposé à nous tous. Il nous a été imposé à nous tous. Et cette pensée unique-là a fait vraiment son chemin. A fait son chemin. Nous étions tous, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, militants du PDCI RDA. Qui ne se souvient pas de ces termes, est-ce que qui paye mon PDCI RDA ou qui paye ma carte de militant? Voilà. Ou bien, je vais à la maison du parti, on dit qu'on va dans une représentation du PDCI RDA, mais toutes ces expressions-là, c'était pour cimenter l'idée du parti unique dans la conscience nationale. Dans la conscience nationale. Quand il y avait les grands rendez-vous du PDCI RDA, c'était des grands moments où toute la nation était mobilisée parce que c'était des rencontres, ces congrès-là se faisaient en direct. Voilà. Et donc, pour dire que c'est un parti auquel nous avons tous adhéré. Voilà. Mais cela,
contre le mépris de la Constitution. Cela contre l'article 7 de la Constitution qui consacre le multipartisme. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, oser réclamer le multipartisme était un crime de lèse-majesté. Oser revendiquer l'application de l'article 7 qui restaure le multipartisme était passible de peines d'emprisonnement grave. Pire même, certaines personnes ont rencontré la mort, voilà, dans la réclamation de ce droit constitutionnel. Vous vous souvenez parfaitement, même si ça fait un moment, mais les événements du début, en 1970, les travaux inaugurés. Son crime, c'était qu'il avait son parti politique, voilà, qui voulait permettre d'exercer sur le territoire national. Il a été considéré comme un criminel, comme un bandit, et vous avez pu constater avec moi ce qui s'est passé dans le début. Le massacre de près de 4000 personnes, et jusqu'à aujourd'hui encore, on ignore où se trouve la tombe de Kagbe Nyagbe. Donc, toute la Côte d'Ivoire était caporalisée, idéologiquement et politiquement. Il n'était pas admis d'avoir un parti politique autre que le PDCI Gambia. Mais des personnes n'ont pas accepté cet état de fait. Des personnes ont refusé cet état de fait. Et elles ont commencé à s'organiser afin de conquérir les libertés, afin de pouvoir obtenir l'application de l'article 7 de la Constitution. Et au nom de ces personnes-là, figure bien évidemment le président Laurent Gbagbo, les Assoadou et autres qui, depuis 1969, dans leur chambre de cité à Strasbourg, ont commencé à réfléchir à l'idée d'avoir d'autres partis que le PDCI RDA. Mais en même temps, ces personnes se sont organisées dans des cercles, dans des mouvements clandestins, dans les syndicats, pour mener cette lutte-là. Parce qu'effectivement, il n'était pas facile à l'époque du parti unique de mener même les combats pour les droits sociaux. La répression était violente, la répression était barbare. Donc, il fallait avoir du courage, il fallait avoir du cran pour s'organiser et affronter cette machine répressive du PDCI. Ce qui a été fait, les gens se sont organisés, ils se sont battus dans la clandestinité, ils ont essaimé les syndicats, ils en ont pris le contrôle, que ce soit dans le milieu scolaire et universitaire avec le SINARES, le SINESI, ou que ce soit dans le secteur de la santé avec le SINACASI, et bien d'autres secteurs. En tout cas, les forces progressives ont commencé à mener le combat contre le parti unique. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons abouti en 82 à ce qui allait être l'embryon du Front populaire ivoirien. C'est-à-dire qu'un autre parti politique autre que le PDCI avait commencé à germer, à prendre forme dans les esprits, dans les consciences de certains Ivoiriens. Voilà. Bien vrai que l'environnement était difficile, mais ils ont eu le courage de penser autrement et de concevoir cette pensée-là, de l'organiser autour d'une structure fût-elle clandestine. Voilà. Et le contexte n'était pas du tout facile. Le contexte n'était pas du tout facile et certains cadres de cette époque-là ont dû même aller en exil. Et c'est dans cette perspective-là que le président Laurent Gbagbo, celui qui allait devenir plus tard en 82 et celui qui allait devenir plus tard en 88, le premier secrétaire général du Front populaire ivoirien, a dû s'exiler. Voilà, a dû s'exiler pour justement aller sur la scène internationale pour implanter l'idée du multipartisme, pour faire connaître le RPI, pour faire connaître la possibilité d'une gestion haute de celle du PDCI. Et donc, la lutte a continué, aussi bien en Europe que sur le territoire ivoirien à travers les syndicats. Et vous savez que dans les années 80,
autour précisément de 1987 jusqu'à 1990, il y avait la crise économique, la conjoncture internationale. Il faut Boigny venait de perdre la guerre du cacao, et donc cela avait une implication négative sur les finances publiques en Côte d'Ivoire. Voilà. En plus de cela, le contexte international favorable avec le vent de l'Est, le vent de la démocratisation, a amené les acteurs politiques ivoiriens qui opéraient dans la clandestinité à beaucoup plus d'activisme, sur le terrain. Et cela aboutit à la constitution, à l'organisation en 1988 du congrès du Front populaire ivoirien. Dans une palmeraie à Gabou, le FPI s'est réuni dans la clandestinité pour porter sur les fonds baptismaux, voilà, de notre parti politique. Voilà. Mais juste après sa constitution, la répression s'est abattue, les cadres ont dû rentrer en exil. Une fois de plus, certains malheureusement ont été arrêtés, dont Innocent Anaki Kobina qui a été mis en prison, sa société Intertransit qui a été démantelée, et tout ça. Mais je veux dire qu'il était un peu tard parce que Oufou Boigny était très affaibli. Oufou Boigny était très affaibli, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la crise économique, la crise financière. Et donc, avec la pression intérieure étant forte, il était obligé finalement de céder. Et le 30 avril 1990, Oufou Boigny a réinstauré le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et donc, à partir de cette date-là, les Ivoiriens avaient la possibilité de militer dans des partis autres que le PDCI-RDA. Et ce fut le printemps des partis politiques en Côte d'Ivoire. Le Front populaire a été créé, le PID, l'USD, le Parti socialiste, pour ne citer que ceux qui étaient les plus en vue à cette époque. C'était une grande victoire des forces du progrès. C'était une grande victoire des forces démocratiques. Et en partie leader, le FPI a voulu marquer d'une pierre blanche cette date-là. Pour éviter que cette date ne passe inaperçue, pour éviter que cette date historique ne soit rendue au calendrier. Donc, il fallait la marquer, et donc le FPI a institué la fête de la liberté. Et cette fête a lieu tous les 30 avril, en principe, tous les 30 avril de chaque année, pour célébrer la liberté, pour célébrer la victoire sur les forces démocratiques, mais aussi pour dénoncer les entraves à la liberté et pourquoi pas aller à la conquête de d'autres citadins de la liberté. Voilà. Donc, cette fête-là, effectivement, a été mise à mal depuis 2011. Elle a été mise à mal parce que la répression qui s'est abattue sur nous a été une répression mortelle. Elle avait vocation à nous exterminer, à nous annihiler. Elle avait vocation à détruire et à faire disparaître complètement le Front populaire ivoirien. Le président Laurent Gbagbo a été arrêté. Plusieurs de ses cadres ont été soit tués, assassinés ou emprisonnés. Voilà. Beaucoup sont allés en exil. Et la terreur qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire, véritablement, a créé une frayeur pas possible au sein des populations ivoiriennes, mais singulièrement au sein des militants du Front populaire ivoirien, voilà, qui étaient des cibles de nos ennemis. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, il se lève un débat. Certaines personnes pensent que les libertés étant restreintes, les libertés étant en danger, en péril, est-ce qu'il est encore opportun, légitime de célébrer la liberté? Est-ce qu'il est encore judicieux de magnifier la liberté? Existe-t-il encore des libertés en Côte d'Ivoire?
Moi, je pense que la direction du Front populaire ivoirien a raison de célébrer la liberté. Et je crois même que c'est pendant que la liberté est la plus en danger, est la plus en péril, qu'il faut la célébrer. C'est pendant que les libertés sont embastillées qu'il faut se lever pour proclamer les libertés, pour défendre les libertés. Le seul fait même que le Front populaire ivoirien aujourd'hui soit en vie, existe et organise cette fête est déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est déjà quelque chose qui était impensable au lendemain d'avril 2011. Vous vous souvenez des propos de M. Choy qui a dit que c'est fini pour le FPI. Ça c'est vrai. M. Alassane Ouattara qui a renseigné pour dire nous allons vider le FPI de sa substance. C'est vrai. M. Soro Kibafori qui disait que le FPI est une gangrène qu'il faut annihiler. Voilà. Tous ces propos des autorités d'alors auguraient quand même d'un avenir pas du tout reluisant pour les FPI. Et la répression qui s'est abattue par la suite était une répression qui avait pour objectif de nous faire disparaître de l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais le FPI a résisté. Le FPI a résisté. Malgré le fait qu'il n'y avait aucun espace de liberté, le FPI a résisté. Et progressivement, des réunions, elles ont commencé à se tenir d'abord dans la clandestinité, avant de s'officialiser. Et les fêtes de la liberté ont repris. Les fêtes de la liberté ont repris. Il y a eu des répressions, même pour tenir un simple meeting. Dans les temps qui ont suivi la chute de notre régime, pour tenir des meetings, c'était difficile. Vous vous souvenez, en 2012, du meeting que la direction du parti a tenu à Figayo, où le pouvoir a déversé des personnes armées de machettes, de bourdettes. Ils ont attaqué les militants. Voilà. Ils ont blessé certains. Ouais. Ils ont pourchassé d'autres. Le but, c'était que cette liberté-là ne s'exerce pas. Et la meilleure façon de tuer la liberté, la meilleure façon de capituler face à l'oppresseur, c'est de reculer. C'est de reculer. C'est de reculer, c'est de reculer, c'est de reculer face à leurs menaces. La meilleure façon de tuer les libertés, la meilleure façon de consacrer la primauté de la dictature sur le droit, c'est de se faire, c'est de rentrer dans sa coquille et d'observer les choses se faire. Le FPI n'est pas dans cette logique. Le FPI qui est un parti qui est né dans le combat, qui s'est forgé dans le combat, voilà, a décidé de combattre pour les libertés. De combattre pour les libertés. C'est pourquoi d'ailleurs, en dépit de toutes les menaces, en dépit du fait que se réunir en Côte d'Ivoire, sous la bannière même du logo de notre parti, est devenu problématique, est devenu difficile. Mais le FPI, en dépit et contre tout, a continué d'exercer. Aujourd'hui, si on nous laisse nous réunir en tant que FPI, ce n'est pas parce qu'ils le veulent. C'est parce qu'ils sont obligés de faire avec. C'est parce que notre détermination, notre bravoure à défendre vaille que vaille les libertés démocratiques, les droits constitutionnels, individuels et collectifs, voilà. Notre détermination a fini par avoir raison des oppresseurs. Et ils sont obligés de constater cela et de nous laisser exercer. Donc, je voulais attirer votre attention. De ne pas vous laisser gagner, de ne pas vous laisser distraire. Voilà, par certaines langues qui estiment, bon, c'est leur droit. Eux, actuellement, il n'y a pas de liberté, donc il ne faut pas célébrer la liberté. Non. Nous disons, en dépit du fait qu'il n'y a pas de liberté, il faut célébrer la liberté. Il faut se battre pour la liberté. Vous avez certainement entendu parler de Rosa Parks. Ouais. De Rosa Parks, cette afro-américaine qui est devenue la figure emblématique
de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Mais cette brave dame, elle a osé revendiquer ses droits. Cette brave dame, elle a osé braver les injustices de la société américaine contre les Noirs. Elle est montée dans un bus et a refusé de céder sa place à un blanc. C'était un crime à l'époque. Elle a été arrêtée et condamnée à une amende de $15. Elle a refusé cette sanction, elle a fait appel. Et par la suite, des gens comme les Martin Luther King sont venus. Ils sont venus en appui. Ils ont organisé des campagnes de boycott contre la compagnie de bus. Cela a duré plus de 380 jours. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été du tout facile. Mais au bout du compte, la Cour suprême des États-Unis était obligée, à l'issue de ce combat-là, de déclarer contre la Constitution toutes les lois ségrégationnistes. Toutes les lois ségrégationnistes. Mais si cette dame s'était levée et avait cédé sa place, on n'en serait pas là. Si cette dame avait pris peur et avait reculé, on n'en serait pas là. Voilà. Il faut braver les injustices contre la liberté. Il faut se dresser contre la liberté. Il faut se dresser contre les auteurs de la liberté. C'est en cela que nous pourrons glaner des espaces. C'est en cela que nous pourrons conserver, je dirais, les acquis. Parce que ce que vous ne savez pas, les forces réfractaires, les forces réactionnaires sont toujours enclines à piétiner les libertés. À piétiner les libertés. Et c'est dans ce combat que nous sommes avec eux. L'ANC en Afrique du Sud, en 1960, a été déclaré mouvement, a été déclaré organisation, non, c'est pas en 1911. L'ANC a été déclaré organisation hors la loi. Voilà, c'est le terme exact. Organisation hors la loi en 1960, par le régime de l'apartheid. Et il était interdit. Mais l'ANC a continué d'exercer. L'ANC a continué de se battre. L'ANC ne s'est pas soumis à cette injustice. Voilà. Dans les années 50, il a été déclaré mouvement terroriste jusqu'en 2008 par les États-Unis d'Amérique. Voilà. Mais aujourd'hui, qui dirige l'Afrique du Sud? C'est l'ANC. Aujourd'hui, l'apartheid a été aboli en Afrique du Sud. Aujourd'hui, les Sud-Africains, ils s'organisent pour se battre et défendre leurs droits sociaux et économiques. Voilà. Ils n'ont pas reculé face aux lois de la ségrégation raciale. Ils n'ont pas reculé. Ils les ont bravés, ils se sont dressés. Ils se sont dressés et aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Aujourd'hui, un noir est égal à un blanc, du moins sur le plan politique. Voilà. Mais c'est déjà ça. C'est déjà très important. Ça leur permet à partir de là aussi de glaner, de conquérir d'autres bastilles, d'autres citadelles. Nous-mêmes, nous avons appartenu, quand nous étions étudiants, à une organisation étudiantine, la FESI, que certainement beaucoup connaissent entre vous. Oui, bien sûr. Mais en 1991, suite aux événements de Mermoz qui ont abouti à la mort de l'étudiant Thierry Zébier, le gouvernement de l'époque, sans même avoir établi une enquête sérieuse, établissant les responsabilités, a pris un décret injuste pour dissoudre la FESI. Et ce décret n'a jamais été notifié à notre organisation. Or, la notification était une condition de validité de l'acte de droit. Mais c'était beaucoup plus pour brimer, restreindre les libertés individuelles et collectives au niveau universitaire et scolaire. Mais pendant près de 10 ans, nous avons refusé cette injustice. Chaque année, c'était des batailles sur les campus. Parce que les libertés sont des principes non négociables. Ou tu es libre ou tu n'es pas libre.
Il n'y a pas de modalité. Ou tu es libre ou tu n'es pas libre. Donc il faut se battre. Et les étudiants à cette époque se sont battus chaque année, jusqu'à ce que, en 1998, et là maintenant nous étions à la direction du syndicat, le gouvernement de Henri Konan Bédié réhabilite la FESI officiellement, reconnaissent l'existence légale de la FESI, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos jeunes frères qui sont arrivés par la suite ont hérité d'une organisation légale, d'une organisation réhabilitée. Et donc, les brimades que nous avons subies, par voie de conséquence, eux, ils ne les subissent plus. Ils ne les subissent plus. Ouais, donc, chers amis, les luttes pour les libertés démocratiques, les luttes pour les droits civiques sont des luttes quasi permanentes. Il n'y a pas de lutte de la liberté qui soit définitivement achevée. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que il y a toujours une liberté à conquérir, il y a toujours une liberté à reconquérir. Voilà. Aujourd'hui, vous avez acquis des libertés. Demain, les forces rétrogrades, les forces réactionnaires peuvent embastiller, piétiner ces libertés-là. Et quand vous êtes face à ce cas de figure, il faut vous réorganiser pour aller à la reconquête de ces libertés. Et donc, c'est un combat qui est quasi permanent. C'est un combat qui est quasi permanent, qui n'est jamais définitif, qui n'est jamais gagné en avance. Et donc, il est important que nous soyons toujours déterminés, parce que notre président a un célèbre dicton aujourd'hui qui dit « Tant que le serpent n'est pas encore mort, complété, je crois que vous êtes des ministères du pays. Tant que le serpent n'est pas encore mort, on ne dépose pas le bâton. » Voilà. On ne dépose pas le bâton. Voilà. Et la détermination de l'oppresseur, comme le disait ce grand combattant de la liberté, la détermination de l'oppresseur et de l'opprimé est l'arme la plus redoutée par l'oppresseur. Donc tant que nous, qui sommes les artisans, qui sommes les défenseurs, qui sommes les porteurs des libertés publiques et individuelles, tant que nous ne montrons pas de la faiblesse, tant que nous ne montrons pas de la négligence, tant que nous ne montrons pas du découragement face aux attaques à répétition contre les libertés publiques, je pense que nous allons vivre dans une société où chacun va se respecter. Je pense que nous allons vivre dans une société où un minimum de droits sera observé. Je voudrais donc vous remercier. C'était mon exposé préliminaire. Je sais que je ne vais pas écouter la totalité du débat. Voilà. Et à travers vos réponses, on pourra approfondir les questions qui auront paru flou ou bien pas trop claires. Que Dieu vous bénisse et je suis à votre disposition. Merci BP. Donc effectivement, nous allons passer à la phase des questions. Nous allons progresser question par question pour qu'on puisse aussi gagner en temps, puisqu'il y a certains qui viennent d'autres villes. Alors on ne va pas aussi trop te garder. Je vais enregistrer les questions et je vais te les transmettre. Ok. Voilà. Donc, question. Mais je voudrais qu'on ouvre, on peut ouvrir le débat. On peut ouvrir le débat, c'est-à-dire les questions peuvent sortir du cadre. Voilà des échanges que nous avons eus. Bien sûr. Comme on n'a pas l'occasion de nous raconter tous les jours, C'est clair? s'il y a des gens qui ont des préoccupations Effectivement. qui ne sont pas dans le cadre du thème de la conférence, ils sont autorisés à les poser. Ok, d'accord. C'est clair. Donc, quels sont ceux qui ont des questions? Je vais commencer. 2 minutes. Tu as une question, camarade? Ok, vas-y, je vais la transmettre.
Jean-Paul Krabé, secrétaire d'implantation, projet de la crise au sein de l'État. VP, Oui. la première question de notre frère Krabé, Jean-Paul, chargé de l'implantation du COGEP au Maroc, est la suivante. Ok. Qu'est-ce qu'il en est de la crise au FPI avec le sieur Afi Nguessan? Voici la question du camarade Krabé. Encore d'autres questions? Ok, c'est noté. Je note d'abord les questions et puis après je réponds. Ok. La mienne. La mienne, VP, est la suivante. Est-ce que lors de la dernière tentative d'arrestation de ta personne, le gouvernement ghanéen était au courant ou pas qu'il n'y avait plus de mandat contre vous suite à l'amnistie qui a été prise? Est-ce que le gouvernement ghanéen avait été informé ou c'était un jeu en complicité avec le régime d'Abidjan? Quelle autre question? Oui. Vas-y, camarade, à haute voix. Là, comme ça, je l'entends. Moi, je suis le président de la Fédération estudiantine des élèves et étudiants ici au Maroc. Voilà, donc la question que je veux poser, qu'est-ce que le FPI prévoit pour nous, les étudiants, la diaspora dans les années à venir? Parce que peut-être après notre formation, on compte retourner au pays. Parce que moi, par exemple, je ne compte pas rester ici. Je compte retourner au pays. Mais avec tous les événements au pays, les étudiants sautent beaucoup. Et nous, qui faisons les formations ici, on aura quoi comme un jeu si on revient au pays? Avec le FPI, je vais dire. Bébé, la troisième question. Oui, oui. Qui vient du responsable des étudiants de Casablanca. Quel est le projet du FPI après la prise du pouvoir, bien sûr, pour les étudiants, la diaspora? Est-ce que dans le programme de société, il y a une place pour ces étudiants-là? Certainement, après la prise du pouvoir. Et je pense qu'on pourrait déjà répondre à ces trois questions le temps que les autres questions arrivent. Si bien sûr tu le souhaites. Ok. Je vous remercie. Là, comme ça, on a encore une quinzaine de minutes pour pouvoir passer à la